Voilà, bonjour à tous. Nous sommes avec Laurent. Alors, je vais pas dire ton nom de famille. J'ai peur de l'écorcher. Alors, moi, c'est compliqué avec ma dyslexie. C'est Laurent. Comment? Kasprovis. Kasprowicz. On dit Kasprovis. Kasprowicz. Ok. Alors, Kasprovis, ouais. docteur en sociologie, entre autres. Hein, j'ai pas lu ta bio complète, mais j'imagine qu'il y a beaucoup plus que ça. En termes de sociologie, je t'avoue que tu es l'un des premiers que j'interviewe, en tout cas sur la chaîne Curious Anima, et je te remercie d'avoir accepté l'invitation, parce que c'est toujours passionnant. Aujourd'hui, notre société, on en parlait juste un peu là, il y a quelques secondes hors caméra, de cette transformation profonde et unique qui est en train de, de vivre notre société. Est-ce que je peux avoir un petit peu ton avis sur cette accélération? Parce que chaque génération, c'est toujours plainte de la prochaine, hein, en disant, voilà, c'est des abrutis, etc. On pense toujours le c'était mieux avant, tu sais. Est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est vraiment très, très particulier? Il y a vraiment un bouleversement des codes. C'est vrai, c'est une illusion, c'est cyclique, ou on s'en fait trop? On se fait une idée trop grande de tout ça. Ah, écoute, ce serait difficile pour moi de prendre vraiment la parole, même en tant que sociologue de formation là-dessus. J'ai un doctorat en sociologie, comme tu l'as dit. Mais en fait, on est dans une période de bouleversement, de modification et d'accélération de à peu près tout, 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 tout. C'est dicté aussi par nos moyens de communication, d'échange, et notamment par Internet. Et j'ai l'impression qu'on est dans une accélération vraiment folle sur plein de domaines, absolument plein de domaines. Mais j'aurais du mal à vraiment donner un avis global autre que celui du, Mais Laurent, enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que exotus. c'est pas qu'une vue de l'esprit. Il y a vraiment une accélération. Je veux dire, tout le monde est constaté. On n'est pas isolé là-dedans. Hein, on est d'accord sur la pensée. Oui, mais pour le meilleur et pour le pire, pour le meilleur et Oui. pour le pire, c'est-à-dire que accélération pour la polémique, c'est-à-dire pour la petite phrase qui va devenir, qui va être montée en tête d'épingle, qui va faire la une des chaînes d'infos et des réseaux sociaux, pour rien, souvent, pour pas grand-chose, hein, face aux problèmes qu'on a, mais aussi peut-être une accélération pour le meilleur, c'est-à-dire, je vois que dans la recherche, dans la médecine, grâce à l'intelligence artificielle, par exemple, qui se développe, il y a des perspectives vraiment intéressantes pour l'être humain. Donc, tu vois, c'est pour le meilleur et pour le pire. Il y Voilà, a il n'y a du pas bon et du de, mauvais. Il y a à boire et à manger, quoi. Faudra il y a, choisir. voilà, exactement. Je pense que c'est aussi à nous à rester positifs et à apporter, même si nous qui commençons à vieillir, Didier, on peut être critique sur cette époque, sur cette période. Des fois, j'ai tendance à dire, mais vraiment, y a rien qui va. Écoute, il faut qu'on reste positif et qu'on continue à transmettre un message d'espoir sur beaucoup de choses. Regarde, là, par exemple, on peut échanger sur un sujet, on va échanger sur un sujet, des coups de fil de l'au-delà, via ce moyen-là. Je trouve ça extraordinaire. Il y a 20, 30, 40 ans, il fallait faire des conférences, Oui, c'est il vrai, fallait c'est vrai. parcourir la France, pour informer même pas le dixième de la population qu'on va faire là maintenant. Voilà, donc tirons parti, on va dire, si la conclusion évidente devait s'en tirer de tout cela, eh bien, tirons parti des bonnes choses que l'on a à prendre. Donc prenons ce qu'on a à prendre pour le moment. Les coups de fil de l'au-delà, vous pouvez le trouver sur Curious Apprentice à partir du 18 h, on est réapprovisionné à partir de ce moment-là. Les coups de fil de l'au-delà avec Laurent. Laurent, ce livre a été un besoin d'écrire. Pourquoi tu l'as écrit d'ailleurs? C'est pour le fait de peut-être exposer ce que certaines personnes vivent mais n'osent pas. On précise qu'il a été préfacé par Romuald Le Terrier, qu'on apprécie beaucoup et qu'on salue au passage. Alors, le but de ce livre, c'est pour informer ou pour dire aux personnes qui vivent des phénomènes curieux de dire je ne suis pas fou. Est-ce que ça rassure ces personnes-là? Voilà, moi, j'ai tendance à dire que si je l'ai fait, c'est pour transmettre à la fois mon savoir sur ce phénomène, puisqu'il n'y avait aucun livre qui traitait de ce sujet-là en France auparavant. Hein. Il y avait eu des auteurs qui avaient évoqué le sujet. Je pense au père François Brune, même à Jean-Jacques Charbonnier, qui ont surrepticement évoqué le sujet sur quelques pages, mais en termes d'analyse systématique, de dizaines de cas recueillis, réunis, il n'y avait pas eu de livre sur ce sujet. Donc moi, j'ai voulu transmettre à la fois donc mon savoir, puisque j'ai vécu le phénomène en 2004 et j'ai mené cette enquête, mais je voulais aussi, si tu veux, absolument transmettre aussi mes questions, parce qu'il me semble que dans ce domaine-là, l'essentiel, c'est de se poser les bonnes questions.
Et on n'a pas fini encore ce travail de d'épuration et de réflexion, nous amenant à nous poser les bonnes questions. Alors, on se souvient tous du père Brune et en rebond, en réflexion par rapport à la remarque qu'il avait faite, il disait une chose qui m'avait vraiment particulièrement fait tiquer à un moment donné. Il disait voilà, autant nous on a des médiums pour aller contacter en fait les personnes, les entités, les défunts, appelez ça comme vous voudrez, de l'autre côté. Mais de l'autre côté aussi, y aurait-il, je ne peux pas retrouver évidemment l'extrait vidéo, mais il s'agirait d'ingénieurs, de personnes qui travaillent justement technologiquement pour mettre en relation ceux qui sont passés de l'autre côté vers nous. Est-ce que cette théorie, pour toi, c'est quelque chose qui t'a effleuré l'esprit? Est-ce que tu en as parlé? Est-ce que dans le livre, tu le développes cela? Oui, j'y ai pensé, j'en parle pas. J'y ai pensé à ça, mais si tu veux, je ne suis pas convaincu en vérité par ça. On va voir tout à l'heure pour les hypothèses sur le phénomène des coups de téléphone spontanés. C'est un phénomène spontané qu'il faut différencier de la TCI. À l'époque du père François Brune, on était un peu plus branché sur la TCI que sur les coups de fil, même s'il avait évoqué le sujet des coups de fil. Mais donc les coups de fil, c'est un phénomène totalement spontané, totalement non voulu, on va dire. Les personnes qui en ont fait l'expérience ne savaient pas que ça pouvait exister. Mais ce que je veux dire, c'est que si de l'autre côté, effectivement, et si l'hypothèse expliquant les phénomènes des coups de fil, c'est bien que ce sont les défunts qui nous contactent. Si de l'autre côté, ils cherchent à trouver une technologie, ça ferait déjà longtemps que ce serait trouvé, tu vois. Enfin, c'est ce que je pense. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais qu'on a des très grands esprits qui sont passés de l'autre côté, voilà. Donc, je pense pas que ce soit là-dessus qu'on doive réfléchir. Je pense pas qu'il y a s'il y a bien un au-delà d'efforts coordonnés, j'entends, entre les plus grands esprits qui sont passés de l'autre côté pour nous contacter. Voilà. S'il y a des contacts, ce sont toujours des contacts individuels et dirigés et à propos, dirigés vers des personnes vivantes en particulier, et tout le temps circonstanciés, des contacts. On va le voir peut-être tout à l'heure, des contacts pour aider, pour apporter une information, pour rassurer les vivants peut-être, mais j'ai pas l'impression qu'on a un effort coordonné de l'autre côté pour essayer de nous contacter d'une manière un peu plus entre guillemets pour faciliter la communication, voilà, pour nous faciliter. Pour ne plus qu'il y ait d'équivoques, pour ne plus qu'il y ait de doutes, etc. Je pense que nous sommes laissés, nous, en tant qu'humains, ici, dans une incertitude, et sur qu'est-ce qui est à l'origine de ces phénomènes. Oui. Et je pense pas qu'il y ait d'efforts délibérés, de volonté délibérée, coordonnée, pour qu'il y ait un éventuel contact un jour. Pas pour l'instant, en tout cas. Pas pour l'instant. Alors, on va essayer de voir aussi, peut-être que, là aussi, tu parlais de grands esprits qui sont passés de l'autre côté. On a, on va dire, un ou deux grands esprits qui marquent vraiment son siècle. On parle notamment, pour ce siècle ici, il n'y en a pas eu qu'un, mais un des majeurs, c'est quand même Albert Einstein, pour ne citer que lui. Il y a eu aussi Tesla, d'autres personnes. Est-ce que ce sont des génies de l'au-delà, avec cette technologie peut-être très avancée de l'autre côté, qui sont envoyés incarnés en disant, mais bon sang, on envoie des personnes, on envoie des coups de fil, etc. Mais ce n'est pas suffisant. On fera en sorte d'envoyer des personnes de chez nous dans l'incarnation pour développer des technologies, peut-être dans un sens plutôt que de l'autre. Donc c'est de terre vers l'au-delà, plutôt que de l'au-delà vers la terre. Parce que ces coups de fil, leur fonction première, elle est de quoi? D'éveiller les consciences, de dire coucou, ce n'est pas parce que vous ne voyez pas qu'on n'existe plus. C'est quoi le message principal? Alors, tu sais, moi, j'ai recueilli 60 témoignages, dont 30 français, dans ce livre. Le but, à chaque fois, on est d'un point de vue individuel, c'est quand même de rassurer les vivants, de passer un dernier message d'adieu, voire même dans quelques cas d'avertir d'un danger qui est à venir, si on les interprète comme ça littéralement tel qu'ils se présentent. Après, on peut avoir un autre degré de réflexion sur l'origine de ce phénomène, et peut-être que ce phénomène, son but, c'est aussi de nous questionner, de nous interroger, de dire, voilà, on a
on vous propose un phénomène paranormal sur lequel vous devez réfléchir et vous poser les bonnes questions. Je dis toujours que, par exemple, tu vois ce que je fais là, nos interviews, l'écriture du livre, les échanges, les débats, etc., ça fait partie des phénomènes, c'est-à-dire que ces phénomènes posent volontairement question, ils sont volontairement peut-être élusifs, c'est-à-dire fuyants, hein, on n'arrive pas à les reproduire en laboratoire, par exemple, et ils sont peut-être là pour nous inciter à la réflexion, à la question, au questionnement, pardon. Alors, qu'est-ce qui sous-tend cette énergie? Parce que ces coups de fil de l'au-delà paraissent éparses, irréguliers et sembleraient... Alors après, c'est une théorie, c'est moi qui dis ça. Je ne sais pas, c'est toi qui as écrit le livre et qui a recueilli ces témoignages. Il semblerait que ça demande pas mal d'énergie. On dit que de l'autre côté, ils ne sont que peu de mots, c'est-à-dire ils vont donner peut-être une phrase qui va être composée, concise. Il faut savoir l'analyser, voir ce qui a été dit ou sous-entendu aussi, donc lire entre les lignes. C'est quand même très très compliqué. Est-ce que ça leur demande une énergie folle, comme pour nous, je sais pas moi, quand on voit encore mettre en orbite une personne, un astronaute ou quoi que ce soit. Je crois que le lancement d'une fusée, je crois chez les États-Unis, c'est 53 millions de dollars. Est-ce que pour eux, c'est une expédition faramineuse de passer un coup de fil? Alors, je vais quand même être je vais quand même nuancer ton propos. Hein. Dans le phénomène des coups de téléphone, il y a des échanges véritablement qui se tiennent, des discussions, hein, c'est-à-dire des phrases qui sont échangées, sujet et verbe complément. Hein, je dirais pas aussi limpidement que là maintenant, parce que parfois effectivement, il faut tendre un peu plus l'oreille, ou la voix va être caverneuse, ou il va y avoir un peu d'électricité statique sur la ligne, ça va être un peu bizarre. Ou alors la conversation risque de couper court au bout d'une minute ou deux, tant qu'au moment où la personne se rend compte qu'elle est en train de parler avec un défunt. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même assez clair. On n'est pas dans le cas de la TCI où parfois c'est vrai, il faut tendre l'oreille, déchiffrer, essayer de déchiffrer, etc. Où seuls les proches peuvent reconnaître la voix, etc. Dans le phénomène des coups de fil, souvent, et d'ailleurs on a même des cas où on a des messages vocaux qui se déposent sur les répondeurs, c'est plutôt clair, hein, c'est plutôt clair et net. Hein, c'est pas Ouais, c'est pas 3 mots en morse avec je suis bien et puis basta. Voilà, Ok. voilà. Okay. Voilà. C'est plus riche. Donc ensuite, c'est un peu plus riche. C'est plus riche que ça. Hein, c'est plus riche que ça. C'est plus clair et net, quoi. Hein. Ensuite, en termes d'énergie, tu me parles d'énergie. Écoute, il me semble que c'est pire que ça, en fait. Il me semble que ce qui est à l'origine du phénomène va au-delà du mot énergie, parce que dans certains cas, dans certaines caractéristiques, tu as le téléphone qui est cassé, éteint, voir qu'il n'y a plus de carte SIM lorsqu'il s'agit des téléphones portables, ou débranché lorsqu'il s'agit des téléphones fixes, et tu as quand même le phénomène qui va s'enclencher, qui va se déclencher, jusqu'à ce que la personne se rende compte que ben non, la conversation n'a pas pu se tenir puisque le téléphone était cassé. Ça, c'est une très vieille caractéristique qui avait déjà été recueillie par des chercheurs dans les années 70, des chercheurs américains, et on la retrouve encore maintenant, je la retrouve encore maintenant moi dans mon enquête. Donc, si tu veux, c'est une caractéristique qui montre que le problème va au-delà de l'énergie, au-delà de l'énergie, même au sens électrique du terme, tu vois. Ah oui, là, si le téléphone est éteint, etc., et que ça passe, il y a vraiment, oui, voilà, je comprends. Donc là, on est dans quelque chose qui dépasse le problème de l'énergie, et c'est quelque chose qui n'avait pas trop été évoqué par d'autres chercheurs lorsqu'ils travaillaient sur la TCI, par exemple, à tort, à mon avis, à tort. Parce que dans d'autres domaines du paranormal, on s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir des objets qui sont sans pile, sans batterie, sans rien, et qui se mettent à fonctionner aussi tout seuls. Tu vois, c'est quelque chose qui dépasse ce qu'on peut entendre habituellement par le mot énergie. Il s'agit peut-être d'une énergie, mais alors ça dépasse le cadre de l'énergie électrique, si tu veux, par exemple. C'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose qui va même, du coup, remettre un peu en question nos conceptions sur la nature de la réalité. Parce que si des téléphones cassés se mettent à fonctionner, si des téléphones débranchés ou même hors d'usage se mettent à fonctionner, ça veut dire qu'ils sont plus utilisés d'un point de vue symbolique que purement fonctionnel, technologique, si tu veux. Si on est dans le symbolique, à ce moment-là, ça veut dire peut-être que c'est toute notre réalité qui est symbolique. Et si toute notre réalité est symbolique, alors ça veut dire que nous sommes dans un rêve, dans un tout psychique. Très bien, donc on va explorer d'autres voies aussi qui peuvent questionner. Alors, Laurent, tu m'excuseras si j'essaie de lancer le poil à gratter et peut-être de comprendre, de confronter certaines idées, mais
J'ai entendu parler moi de coups de fil, effectivement, répondeur ou direct, mais aussi d'SMS. D'SMS, mais par Oui. contre, d'email, j'en ai jamais eu encore vent, ou alors c'est pas encore étudié, connu. Donc la limitation s'arrêterait à un appareil individuel et pas un ordinateur auquel tout le monde pourrait avoir accès ou personnel. C'est Non, quoi non, ce non, choix? tu as quand même des cas. Tu Oui, as quand même des cas, si, tu as quand même des cas d'email, mais il y en a un qui a été répertorié, euh, aux États-Unis et qui avait fait la une de la presse à l'époque. Ça avait fait le tour de la presse. Tu as quand même des emails qui sont envoyés post-mortem, qui interrogent complètement là aussi, même si là c'est très difficile d'objectiver parce qu'on peut toujours se dire que quelqu'un a piraté ouais, c'est ça, la boîte mail exact. de l'envoyeur, de l'émetteur, mais c'est vrai que c'est plus rare. C'est vrai que c'est extrêmement plus rare. Alors vraiment là, moi j'en ai pas rencontré. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Tu peux avoir, voilà, le phénomène peut s'étendre quand même parce que moi, par exemple, j'ai recueilli un cas qui concerne l'application WhatsApp. Donc, ça peut être, je pense que le phénomène peut s'étendre ben, il peut suivre l'évolution de notre technologie. Il faut être prudent avec ça. Ben, par exemple, tu vois bien, nos téléphones portables sont maintenant concernés, alors qu'avant c'était que les téléphones fixes, hein, jusque dans les années 70 et 80. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, autre chose que l'on peut voir, moi j'ai eu personnellement une amie, une bonne connaissance amie qui en fait m'a expliqué qu'elle sentait la présence de sa mère autour d'elle qui est décédée depuis quelques années. Et à un moment donné, elle a pris le réflexe, va savoir pourquoi, peut-être induit par sa défunte mère qui lui a dit photographie, lui a mis l'injonction. En tout cas, ce qu'elle Mmh, pense, elle, c'est qu'elle a eu envie de prendre des photos et c'était mmh, simplement un coin de mur de l'hôpital puisqu'elle était en train de faire de graves examens en mmh, fait par rapport à voilà, on devine mmh, de quoi ça devait être. Elle attendait le diagnostic et puis il y a eu des choses qui sont apparues dans l'appareil photo. Donc ça dépasse mmh, le coup de fil, l'SMS, l'email parce que là on est carrément dans l'image. Alors de là à nous envoyer en selfie, on n'y est pas peut-être encore, mais est-ce que ça tend, mmh. même si est-ce que ça tend à arriver vers ça? Est-ce qu'un jour, j'ose espérer, je te pose la question frontalement, et sans blaguer, sans vraiment aucune plaisanterie, aucune de ma part, ni sarcasme, est-ce qu'un jour, on aura des selfies de l'au-delà? Parce que coup de fil, SMS, email, je sais pas. Écoute, c'est une bonne question. C'est une bonne question, mais moi, tu sais, je suis un chercheur. Donc, j'ai les qualités de mes défauts ou les défauts de mes qualités surtout, et je mets des points d'interrogation partout. J'explore toutes les hypothèses pour expliquer ce phénomène. Je me suis même demandé si nous étions pas nous-mêmes créateurs ou co-créateurs au moins de ce phénomène. Alors, ça resterait du paranormal, hein, même si nous étions co-créateurs. Parfois, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui clochait dans les messages qui étaient envoyés, dans les propos qui étaient tenus, peut-être des erreurs, des choses comme ça. Donc c'est difficile de vraiment être certain sur une explication possible de ce phénomène. Elles sont toutes sur la table. Et si ce sont les défunts, pourquoi pas avoir d'autres manifestations, effectivement, plus visuelles cette fois-ci, donc visuelles, oui. Quoique, tu sais, quand on a un texto qui est affiché, qu'on reçoit, c'est visuel aussi hein, pour nous. Donc, je sais pas. Ce qui est certain, c'est que, tiens, je vais le dire par une boutade, nous ne savons pas ce qu'être mort signifie. Nous ne savons pas ce qu'être mort signifie. Ah, Ça veut dire nous ne savons pas ce que nous devenons exactement. oui. Nous ne savons pas donc quels sont les moyens que nous avons pour communiquer et surtout pour communiquer avec ce que nous sommes, c'est-à-dire des vivants, avec les vivants. Nous ne savons pas. Donc tout est possible. Tout est possible, mais si tu veux, à chaque fois qu'on imagine la vie dans l'au-delà, on est une éventuelle vie dans l'au-delà, on est prisonnier de nos propres conceptions, de nos propres croyances, de ce que nous pensons être la vie dans l'au-delà, tu vois. Et ça se trouve, nous avons tort, totalement tort. Nous ne savons pas ce qu'être mort signifie, vraiment. Nous savons de notre point de vue, hein, on sait très bien comment que ça se finit, mal. Euh, mais si on imagine une vie dans l'au-delà, nous ne savons pas du tout de quoi nous parlons en vérité. Donc il est très difficile d'imaginer ce qu'ils sont capables de faire, ce que nous sommes capables de faire dans l'au-delà, à partir du moment où nous ne savons pas du tout de quoi nous parlons, ce que ça veut dire d'être mort, décédé.
Alors, quand j'ai eu connaissance de ton livre, je n'ai pas pu m'empêcher à un moment donné de faire un parallèle, qu'on le veuille ou non, une allégorie qui est faite peut-être prédictive, euh, ou je sais pas, je dirais Matrix, ça te parle? Et c'est vrai que, Bien sûr. bizarrement, dans ce film, on voit à un moment donné qu'ils partent dans la matrice et reviennent, en fait, dans la réalité par un coup de fil. Il y a un coup de téléphone qui les décroche, et là, à ce moment-là, s'ils sont Bien déconnectés sûr. de la matrice avant, c'est une mort accidentelle dans laquelle ils disparaissent définitivement. Donc, il y a une fonction que être hors de la matrice, c'est aussi vivre la vraie vie. Et certains émistes, ceux qui ont fait une émis, disent notre vraie vie commence lorsqu'on est mort. Donc en réalité, l'allégorie de ce film de Matrix, qui est sorti en 99, je crois en 1999, est plus réelle qu'on ne le croit. Les frères devaient être Wazowski, qui aujourd'hui sont les sœurs Wazowski, ont été peut-être Mhm. plus guidés. Est-ce que tu penses que eux, les auteurs de Matrix, ont été plus qu'inspirés, voire peut-être, ça, on parle d'écriture automatique, là, le scénario, Mhm. ils sont vraiment collés à cette haute réalité quantique que l'on a de l'invisible. Alors tu vois, j'utiliserai pas le mot quantique parce que tu vois, je sais pas trop ce qu'il veut dire dans ce cas-là, mais je vois ce que tu veux dire, hein, je vois ce que tu sous-entends. Moi, le film, je te remercie de me poser cette question parce que le film Matrix m'a passionné et notamment par rapport à ces scènes-là où les personnages sortent de la matrice en téléphonant à l'extérieur, quoi, hein, en téléphonant avec la vraie réalité. Écoute, c'est passionnant. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ils avaient demandé à Kenny Reeves, des journalistes demandaient à Kenny Reeves ce qu'il pensait du film, et lui il répondait par une boutade, enfin ce qu'il pensait oui du film, etc. Et lui il répondait par une boutade, il disait c'est pas un film, c'est un documentaire. Je sais plus si c'est lui qui le disait ou si c'était les réalisateurs, je ne sais plus. Mais en tous les cas, c'était ça un petit peu. Attention, c'est pas un film, c'est un documentaire. Nous, on est persuadé que c'est un film de science-fiction, mais ce qu'il voulait dire par là, c'est que peut-être ce film disait la vérité. Et quand je regarde ça, quand je compare avec le phénomène que moi j'étudie, le phénomène des coups de fil, je me dis mais peut-être que ouais, mais peut-être qu'ils ont raison et peut-être que ça dans leur film, ils ont dit quelque chose de vrai et de réel et étrangement ça fait que et étrangement dans leur film, effectivement, on sort de la réalité ou en tout cas on rentre en contact avec l'au-delà qui est pour eux la vraie réalité via les téléphones. Et si c'était le cas dans le phénomène que moi j'étudie, hein, le phénomène des coups de téléphone post-mortem, eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une question que je me suis posée aussi et qui me parle et qui me parle beaucoup. Tu sais, tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, quand je vois les téléphones cassés qui se mettent à fonctionner, je me dis qu'est-ce qui se passe là dans le phénomène? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, le téléphone qui fonctionne selon nous d'un point de vue technologique, des ingénieurs l'ont créé, donc ils savent pourquoi il fonctionne, mais apparemment il peut aussi fonctionner de manière symbolique, totalement symbolique. C'est-à-dire c'est un téléphone, donc il va fonctionner comme téléphone bien qu'il soit cassé. J'ai rencontré d'autres cas pour sortir du domaine des téléphones où on a le problème là qui est rencontré. J'ai eu un témoignage d'une personne qui vivait, qui tenait des pompes funèbres et qui vivait donc juste au-dessus du magasin. Et il me disait qu'il avait un carillon chez lui et ce carillon se mettait à fonctionner souvent. Enfin pas souvent, mais pardon, mais de temps en temps, c'est-à-dire une fois par an en moyenne, il va sonner alors qu'il n'y avait pas d'engrenage dedans. J'ai oublié le nom, de mécanisme dedans, tu vois. Il n'y avait pas de mécanisme et le phénomène, enfin le carillon sonnait. Voilà. Si tu veux, c'est un peu comme le phénomène des téléphones qui sont cassés, qui vont fonctionner d'un point de vue symbolique parce que c'est des téléphones. Voilà. Donc là, ça veut dire beaucoup sur la nature de notre réalité. Si des objets qui sont pas censés fonctionner se mettent à fonctionner, ça veut dire que nous sommes peut-être dans un tout psychique, un rêve, un immense rêve. D'autres pourraient parler de simulation, tu vois, de simuler d'une réalité, d'une fausse réalité, pour revenir aux propos des auteurs du film Matrix. Merci pour cette réponse complète et on va continuer dans cette dynamique parce que je pense que là aussi ça pose, puisque tu es chercheur aussi, ça pose la problématique du protocole. Alors protocole c'est sûr, c'est un jour on te téléphone, on te dit voilà j'ai eu un coup de fil de là, j'ai quelque chose, j'ai un SMS, on n'est pas à l'abri d'un canular ou de quelqu'un qui veut juste avoir son quart d'heure de gloire histoire d'être publié, qu'on discute sur son cas, qu'on se penche, certaines personnes sont prêtes à tout pour cela.
ça devient même pathologique par moment, mais on va prendre le cas des protocoles, parce que tu viens de mettre le doigt sur une problématique hyper intéressante selon moi. Effectivement, un téléphone cassé qui ne fonctionne pas ou qui n'a même pas de carte SIM, comment peut-il avoir du réseau, bien que ce soit un réseau, on va dire, qui vienne pas des réseaux de ce qu'on a planté, mais c'est vrai que ça questionne sur la pensée créatrice. Donc là, est-ce qu'il y a un protocole pour essayer de ténouer le faux du vrai, du faux grain de livret, et de se dire, non, ça a été purement inventé, créé par une pensée, ou là, c'est vraiment l'autre qui téléphone de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un protocole de vérification? Est-ce que tu demandes à avoir l'appareil, de les décortiquer? Comment ça fonctionne? Ah non, j'ai pas été jusque là. Mais par contre, écoute, j'ai envie de dire c'est simple. Tu sais, quand on est un chercheur dans ce domaine-là depuis plusieurs années, ce qui est mon cas, ça fait 8 ans, 9 ans maintenant que je bosse dessus, mais même avant j'avais réfléchi déjà dessus. Je connais les caractéristiques du phénomène, ou presque toutes, on va dire, hein, de nombreuses caractéristiques du phénomène qui sont très très précises et qui ne s'inventent pas. Et quand je recueille un nouveau témoignage, j'avoue attendre de la part du témoin qu'il me mentionne au moins une caractéristique, un détail hein, de l'expérience qu'il a vécue, qui est typique et qui avait déjà été recueilli, qui avait déjà été remarqué par des chercheurs dans les années 70 et par aussi un chercheur universitaire dans les années 2010-2012. Donc c'est ce qui me permet de vérifier que la personne ne me raconte pas n'importe quoi, parce que je sais que ces caractéristiques-là ne s'inventent pas. Je les ai pas toutes dites hein, tout à l'heure dans l'interview. Il y en a d'autres que je garde pour moi, justement pour continuer à vérifier l'authenticité des témoignages. Si quelqu'un me mentionne une ou deux caractéristiques qui sont typiques et qui ne s'inventent pas, c'est qu'il a vraiment vécu cette expérience très très étrange. La teneur maintenant peut-être de ces messages, parce que la teneur est la raison principale. En tout cas, qu'est-ce que, de manière générale et générique, quelle est la raison pour laquelle un défunt va passer un coup de fil? Pour dire quoi? Si c'est juste pour dire je vais bien, ok, mais est-ce que ça va un peu plus loin que ça? Et on va dresser entre guillemets, je vais te demander, Laurent, de dresser un portrait autant de l'invisible que dans le visible. Quelles sont les personnes qui reçoivent? Est-ce qu'il y a un portrait robot de personnes types qui ont cette force de caractère à presque de leur plein vœu appeler tellement fortement ce contact qu'ils arrivent à le provoquer? Ça, c'est le portrait robot du côté des vivants. Et du côté des défunts, le portrait robot de ceux qui passent un coup de fil, qu'est-ce qu'ils viennent délivrer comme message généralement? Alors, du point de vue des vivants, tu as raison de souligner que l'intention pourrait être pourrait générer le phénomène, ou en tout cas le favoriser. Mais à mon avis, il ne s'agit pas que de ça. Je sais que moi, dans mon propre cas, quand tout a commencé, je parlais à voix haute et je disais j'aimerais bien recevoir un signe. C'était suite au décès de ma chienne. Je disais j'aimerais bien recevoir un signe. J'aimerais bien savoir si on retrouve nos chiens dans l'au-delà et dans le paradis. J'étais jeune, un peu naïf. En tous les cas, j'ai eu ces paroles-là et le phénomène s'est déclenché après avoir dit ça. Quelque temps après avoir dit ça. Maintenant, je dis que ça ne suffit pas, parce que tu vois, il suffit pas de le vouloir, de vivre un drame, un deuil terrible, de se dire qu'on veut un contact et de rester à côté de son téléphone toute la journée. Ça marchera pas comme ça. Je le dis tout de suite pour ne pas que nos éditeurs se lancent sauf s'ils ont beaucoup de temps à perdre, pour pas qu'ils se lancent dans l'expérience. Pourquoi je dis ça? Mais parce que tu vois, on peut se poser la question de savoir pourquoi ça n'arrive que à quelques personnes et pas à plus de monde. Moi, dans mon cas, c'était simplement, c'était le deuil de ma chienne qui était décédée en 2004. Mais tu as des personnes qui vivent des drames terribles et qui ne vivront rien de cet ordre-là. Donc ça, c'est une question que je me pose. Et une des réponses, ce serait que peut-être nous sommes pas tous aptes à être à recevoir ce genre de phénomène. Peut-être que les personnes qui génèrent ou qui reçoivent ces phénomènes sont elles-mêmes, sans le savoir, médiums ou vecteurs, tu vois, ou canal, pour le dire, c'est un mot à la mode, canal, pour favoriser l'apparition du phénomène. Ça, c'est une question, c'est une hypothèse que je formule. Donc, je veux dire que l'intention, oui, mais aussi peut-être qu'il y a quelque chose en nous qui va favoriser spontanément l'arrivée de ce phénomène. Ceci dit, moi, tu vois, ça m'est plus trop arrivé depuis 2004. Hein. Je dis plus trop parce que en 2014, j'ai eu des appels en absence d'un numéro inconnu suite après un décès.
je me suis demandé si c'était pas encore le phénomène qui se déclenchait. Mais sinon, voilà, à un moment donné, peut-être que nous sommes nous-mêmes canal, sans le savoir, et médium, c'est-à-dire, et que nous ne sommes pas, peut-être que nous sommes co-créateurs du phénomène. Voilà, l'intention est le côté co-créateur. Maintenant, de l'autre côté, là, c'est de l'autre côté, quel serait le mécanisme qui ferait que, écoute, moi, c'est là, il faudrait qu'on soit donc dans l'hypothèse que ce sont bien les défunts et seulement les défunts qui nous contactent. Et bien des cas nous laissent penser, en tout cas, hein, sur les 60 cas que j'ai recueillis dans le livre, il y en a beaucoup qui nous emmènent sur cette hypothèse-là. Et je pense qu'elle est solide, elle est toujours solide. À la fin de mon livre, je le dis. Je pense que, pareil, l'intention pourrait faire en sorte que le phénomène va être déclenché par les défunts, si c'est bien les défunts qui sont à l'origine du phénomène. Là encore, l'intention pourrait suffire. Je vais t'expliquer pourquoi. On s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène connexe au phénomène des coups de fil des défunts, hein, des coups de fil des morts. C'était ce qu'on appelle, justement, ce que les chercheurs ont appelé dans les années 70, les appels par intention. On s'est rendu compte que parfois, il y avait des phénomènes très étranges qui n'incluaient pas les défunts. Au contraire, il n'y avait que des vivants qui étaient concernés, et je le résume ainsi. C'est la personne vivante qui a envie d'appeler une autre personne et de lui transmettre un message et qui va pas le faire pour X raison. Elle le fait pas, sauf que la personne qu'elle était censée appeler va être contactée effectivement par une voix qui est celle de celui qui devait émettre l'appel, et le message va être délivré. La conversation va tourner court, mais le message va être délivré. Ça s'est produit dans quelques cas, et quelques cas ont été répertoriés comme ça, d'appels entre vivants, simplement parce que l'un des deux avait l'intention d'appeler, mais il l'a pas fait. Il le jure, il l'a pas fait. Et pourtant, l'appel est passé. Ce qui me fait penser qu'encore une fois, que l'intention joue un rôle clé. Voilà. L'intention joue un rôle clé et suffit à déclencher le phénomène. On a l'intention de, alors un vivant a l'intention de recevoir un signe et le phénomène va se déclencher. Et peut-être que de l'autre côté, si c'est bien les défunts, le défunt a l'intention de, et ça peut fonctionner pour, encore une fois, des raisons que j'ignore. Mais voilà. L'intention me semble jouer un rôle très très important. Alors, tout à l'heure, je parlais de saut quantique, hein, quelque part, j'ai inséré ça parce que, de mon point de vue, c'est une croyance que j'ai. Donc, tu vois, là, on est encore dans la pensée créatrice, que selon les défunts, les cas de figure, il n'y a pas vraiment pour moi de stéréotype, puisque chaque défunt connaît comment dire, des raisons et un cheminement différent, tout comme il y a autant de médiums qui donnent des versions différentes d'une même chose, d'un même phénomène. Ce qui explique le fait qu'on pense, bizarrement, on a l'impression que nos défunts partent tous au même endroit. Et il n'y aurait pas un seul endroit, mais plusieurs endroits. Et quand on parle de cet au-delà, on parle souvent, on regarde le ciel en haut, il est parti en haut. Mais comme il n'y a pas d'espace ni de temps qui existe, de tous les retours que l'on a, étant donné que l'espace et le temps, là-haut, ça peut être juste à côté de moi ou à côté de toi, ça peut être de partout en même temps. C'est ça qui est pour moi quantique, de ce point de vue-là. T'es toujours avec moi? Ah d'accord. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, alors par contre ton image est figée, mais c'est pas grave, on va continuer. Moi, ça m'inspire aussi la scène de No Solar. Alors No Solar, si tu as vu le film, je suppose que tu l'as vu aussi, non? Oui. Oui, je l'ai parcouru. Je t'avoue que je l'ai pas vu alors, passionnément, assis devant. J'ai regardé assez. Voilà, mais je l'ai vu. Alors, je rappelle à ceux qui nous regardent simplement, il y a une scène où à un moment donné, il va au ministère de communication, quelque chose comme ça, parce qu'il y a plusieurs ministères à l'extérieur, et en fait, André, je crois, le docteur brésilien qui est décédé, qui est là-haut depuis peu de temps, est pressé d'envoyer un message pour dire « je vais bien, et je ne suis pas mort, je suis bien vivant, mais de l'autre côté, je ne suis pas si loin de chez vous, j'attends qu'on m'autorise à venir vous voir ». Et il attend, et à un moment donné, dans cette salle, la personne, le responsable qui s'occupe, de dit, écoutez, vous pouvez en tout cas utiliser toutes les tous les moyens de communication, des plus modernes aux plus anciens, par une lettre, ça peut être avec une plume, ou autre, et à un moment donné, il dit, je suis un ancien, je veux utiliser l'écriture et écrire une lettre. Pendant ce temps, on voit des personnes faire carrément des visioconférences, hein, parler comme ça devant une tablette dans le film. Donc c'est assez curieux de voir cela. Est-ce que tu penses que
ça se passe réellement comme ça de l'autre côté? Est-ce qu'il y aurait une espèce de ministère de communication où les défunts choisiraient leur propre canal de communication, puisque le ministère dit nous avons envoyé des frères à nous qui sont devenus médiums sur Terre pour faciliter la liaison. Aujourd'hui, il semblerait que les téléphones, est-ce que tu penses qu'on tendra un jour à se passer des médiums? C'est horrible ce que je viens de dire, hein, mais on pourra passer un coup de fil avec un numéro d'un standard de l'au-delà. Est-ce qu'on peut télescoper jusque-là? Alors là, tu vois, tu m'entraînes à nouveau sur l'hypothèse des défunts. Tu sais, moi, je suis chercheur, hein. Donc, je mets des points d'interrogation, je te l'ai dit partout. Si on réfléchit, si on raisonne sur l'hypothèse que ce sont les défunts, si on raisonne sur l'hypothèse que ce sont les... Tiens, mon image, elle est revenue ou pas? Non? Non, 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 Non? c'est figé. Mais au moins, c'est comme si tu étais un correspondant, un D'accord. envoyé spécial quelque part. Ça va très bien. Bon, j'espère que c'est le bon profil. Alors, je disais, si on raisonne sur l'hypothèse des défunts, on peut avoir on peut avoir l'impression, en étudiant bien le phénomène des coups de fil, qu'effectivement, ces contacts sont encadrés. C'est ça dont tu parlais, hein, un petit peu tout à l'heure. Oui, c'est Ils ça, sont ouais. encadrés. Ouais, c'est de ça dont tu parlais. Effectivement, on peut voir cette impression. Pourquoi? Parce que souvent, le défunt qui appelle semble savoir que la communication va couper, qu'il ne va pas pouvoir rester en contact longtemps. Tu Ah, vois? donc il se dépêche de donner un max d'infos en un minimum de temps, Il se quoi. dépêche, exactement. Il se dépêche, il le dit, je vais devoir partir. C'est récurrent dans le phénomène. Et effectivement, on a cette impression. Pire, on a l'impression que parfois, à la fin de la communication, il y a un brouillage qui arrive. Il y a de plus en plus d'électricité statique entendue sur la ligne, ou une sorte de souffle de vent, etc., où la voix semble s'éloigner. Donc là, ça irait dans ce sens-là, dans ce sens de l'interprétation que ce sont bel et bien les défunts et que la communication, ils la font pas tout seuls. Ça paraît organisé, ça paraît voulu et encadré, voilà, et limité, tu vois, voilà, et limité même. Donc là, ça irait dans ton sens, dans ton interprétation et dans l'interprétation qui avait été donnée dans le film Nos Solars. Est-ce que c'est la bonne Est-ce que c'est la bonne interprétation? Écoute, je ne sais pas. Je ne suis qu'un chercheur, je m'en excuse. Et c'est encore une fois, c'est ce qui fait les défauts de mes qualités, les qualités de mes défauts. Je pose les questions, mais je vous apporte toutes les caractéristiques et certaines d'entre elles vont quand même dans le sens, vont pour soutenir l'hypothèse que ce sont bien les défunts qui nous contactent. Merci. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'à un moment donné, là aussi de notre côté, au niveau de l'ingénierie bien terrestre, hein, on a des efforts à faire et peut-être qu'un jour, va savoir, est-ce qu'il y aurait des recherches à avoir ces fréquences? On parle de vibrations. On parle de vibrations, qu'on soit bien d'accord. Et en termes de taux vibratoire, là, après, on peut y croire ou ne pas adhérer à ces histoires-là, mais on parle de vibrations. Les défunts traverseraient la matière. Notre matière ne serait pas aussi dense que pour nous. Hein. Nous, je veux dire, si je me colle contre un mur, je me prends le mur en pleine face. Eux traverseraient les murs. Au niveau physique, des scientifiques essaient d'expliquer les phénomènes, justement, un peu d'étirement de la matière, où les atomes pourraient traverser les uns à travers les autres, ce qui expliquerait cette capacité à devenir de véritables passoires, des passe-murailles, parce que voilà, les défunts de l'autre côté auraient une matière très éthérique qui leur permettrait justement, avec des atomes très très espacés, de passer à travers tout. Après tout, on a des neutrinos où on est bombardé et traverse la Terre entière, et la Terre fait un diamètre quand même conséquent en termes de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, sans être gêné, comme si la Terre n'était pas là. Hein, tellement ils sont petits et tellement c'est un trou de gruyère gigantesque pour eux. Donc on peut imaginer les défunts dans cet ordre de facilité de traverser le reste. Aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait une tendance, peut-être, à convaincre des ingénieurs à développer une technologie pour, à un moment donné, être à l'écoute, détecter les circonstances de la réception de ces coups de fil pour développer cette fois un émetteur qui, à coup sûr, atteindrait son but à chaque fois? Écoute, c'est quand même une idée qui est assez ancienne, hein, c'est celle de vouloir contacter les défunts. Alors nous, on a mis en place des systèmes de type TCI qui se perfectionnent de plus en plus. Hein. Tu connais peut-être les recherches faites par l'IFRES en France, où on a des réceptions
on tente également des réceptions, enfin, où ils tentent également des réceptions d'images de défunts. Et je connais quelqu'un qui a eu une expérience très très étrange avec ce système, où il y a une photo de sa mère des années 70 qui est apparue. Donc c'est vraiment très très ça s'est produit récemment. Donc c'est quand même très étrange ce qui se produit via à chaque fois qu'on essaie de rentrer en contact avec les défunts. Quand même, il faudrait que quand même plein de scientifiques s'y intéressent. Maintenant, pour savoir si on va se perfectionner et si on va un jour parvenir à avoir de meilleurs contacts, de meilleures relations avec les défunts supposés. Écoute, je l'espère. Moi, je suis pour la progression de la science, pour la progression pour le fait de tester toutes les hypothèses et toutes les technologies possibles. Tu es ouvert à cette possibilité, en tout cas. Oui, mais on en revient à l'idée tout à l'heure de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hein, tu vois, j'ai pas l'impression que de l'autre côté, si ce sont bien les défunts qui sont à l'origine de ces phénomènes, ils soient dans une sorte de volonté dans une coordination pour que ce soit le cas, parce que sinon ce serait déjà fait. Ça serait déjà fait. Alors, est-ce que aujourd'hui dans l'histoire, c'est ce que je pense. Je le dis pas de manière autoritaire. Hein, je le dis pas de manière. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je le dis mon avis là, sur ce que je dis là, mon avis ne compte pas beaucoup plus que d'autres. Oui, mais c'est un avis éclairé. C'est un avis éclairé. Voilà, donc on va un peu éclairé. On va en dire. C'est un avis éclairé. Donc, on va parler là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, il semblerait, encore une fois, c'est toujours pareil, est-ce qu'on a des traces de l'histoire, parce que le contexte n'est pas le même. C'est vrai que bien avant la téléphonie, les médiums existaient, mais encore, si on recule bien avant, il y avait les Ouija. Encore une fois, dans l'Antiquité, c'était les oracles qu'on allait voir, qui étaient peut-être en contact avec les entités, les esprits. On demandait la bonne aventure. C'est très très vieux, tout cela, comme concept, mais il semblerait, et c'est peut-être nous qui avons cet ego surdimensionné de penser que notre époque est plus importante que celle d'avant, qu'avant, plus on recule, plus c'était des abrutis, plus on avance dans le futur, plus on est intelligent, et c'est peut-être complètement faux. Peut-être qu'on involue plutôt qu'on évolue. Et en tout cas, l'impression globale, moi, de ce que je retiens, j'ai l'impression, si je prends le pouls des personnes de la communauté de Curious Apprentice ou d'autres ailleurs sur le web, c'est que le contact avec les défunts, les émis, les expériences de mort imminente et tout, ne soit pas juste contemporain, proche de notre époque, et uniquement de notre époque. On en parle plus aujourd'hui. Alors la question que j'ai à te poser, Laurent, c'est de savoir, est-ce que c'était aussi... il y avait autant de cas à l'époque, c'est juste qu'on n'en parlait pas, ou effectivement, aujourd'hui, il y a plus, je sais pas, c'est comme si la frontière entre les vivants et les morts s'amincissait, comme pour ne laisser qu'un voile aussi fin que du papier à cigarette. Alors moi je pense, là encore une fois, je sors de mon rôle de chercheur, et je vais donner simplement mon avis qui vaut pas beaucoup plus que celui d'une autre personne. Je pense que ces phénomènes ont toujours existé, bien sûr, qui sont plus connus maintenant parce que nous avons des meilleurs moyens de communication pour échanger sur ces sujets. Et puis nous parvenons à mettre un vocabulaire un peu plus précis dessus. Je pense que ces phénomènes ont toujours plus ou moins existé, mais je pense aussi que peut-être effectivement ils vont de pair avec une évolution de notre propre conscience, c'est-à-dire une évolution de la réflexion de ce que sur sur deux plans différents. Un, effectivement, qu'est-ce qu'on devient après notre mort? Qu'est-ce qu'on peut devenir après notre mort? C'est une première interrogation, et c'est celle qui peut passionner la plupart des personnes, et surtout qui va intéresser les personnes qui ont vécu des deuils et qui vivent des deuils. Moi-même, j'en ai vécu, donc je connais ce besoin-là, et je l'ai ancré au fond de moi, croyez-moi, de savoir ce qui se passe après la vie, et si mes proches ont quelque part survécu, ou quelque chose d'autre d'eux a survécu. Mais il y a aussi une autre interrogation qui est en filigrane on dit, ou filigrane, qui se pose aussi de plus en plus et de manière contemporaine. C'est celle qui se pose sur la question de la nature de notre réalité. Là encore, qu'est-ce que c'est que cette réalité dans laquelle ces phénomènes se produisent? Et même les scientifiques qui s'intéressent pas à ces questions-là se posent la question de savoir
quelle est la nature de notre réalité? Tu parlais tout à l'heure de la physique quantique. Ça fait un peu plus, oui, ça fait un siècle qu'ils ont remis en perspective un petit peu ces questions-là, parce qu'ils ont découvert dans l'infiniment petit des interactions entre les particules, avec les particules, qui ne se vérifient pas, ou des lois qui ne se vérifient pas au niveau macroscopique. Donc, ça les a fait douter aussi sur la nature de notre réalité. Donc, il y a plusieurs raisons de s'interroger sur la nature de notre réalité, et ça va en s'amplifiant. Là, récemment, tu as des gens qui prennent la parole pour poser l'hypothèse que notre réalité est une immense simulation, par exemple. D'autres chercheurs scientifiques vont mettre, eux, en doute la théorie du Big Bang, en expliquant qu'il y a des anomalies qu'on constate avec les télescopes dans le ciel, dans l'espace, qui ne correspondent pas avec les théories scientifiques sur le Big Bang. Donc il y a plein de remises en question qui portent sur la nature de notre réalité. Laurent, tu penses on serait aujourd'hui, plutôt que de trouver de la matière noire, de l'énergie sombre ou autre chose, ça serait peut-être le modèle physique de notre perception de notre monde qui serait à revoir de zéro. Il faudrait d'après toi faire table rase pour mieux comprendre ce qu'il se passe, parce qu'on n'aurait pas un peu comme au Moyen-Âge où on pensait que toutes les étoiles étaient sur le même plan, que c'était juste une couverture trouvée par un espèce de grand vieux barbu millénaire qui nous observait. C'est un peu ça, si tu veux, mais de toute façon, on a toujours fonctionné comme ça. On a toujours fonctionné par mythe. On a toujours eu besoin de mythes pour s'imaginer l'origine des temps et l'origine de la création. Ça a toujours été. Même le Big Bang est quelque part un mythe, puisqu'il n'explique pas tout. On ne sait pas ce qu'il y avait avant le Big Bang, ce qui a pu générer le Big Bang, et si quelque chose a pu générer le Big Bang, alors qui a généré ce quelque chose qui a généré le Big Bang, tu vois? Donc tout est mythe. Mais c'est vrai qu'actuellement, nous sommes de nouveau dans une période très stimulante où on va essayer de réimaginer notre réalité. Alors en ce moment, je te disais tout à l'heure, ce qui est à la cote, c'est vraiment l'idée de la simulation, de la réalité comme étant une immense simulation. C'est ce qui est à la cote en ce moment, et tant mieux, tant mieux. Il y a eu d'autres théories par le passé qui ont essayé de comprendre aussi la nature de notre réalité. Je pense que tu te souviens aussi, comme moi, à un moment donné, du fait que la réalité était peut-être de nature complètement holographique. Il y avait eu ces théories-là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. De ça. Voilà. À chaque fois, on essaye de réexpliquer le réel avec des nouveaux mythes. Et en ce moment, pourquoi tous ces sujets-là semblent converger, à la fois les chercheurs sur le paranormal, mais également les scientifiques qui, eux, traitent du cosmos ou de l'infiniment petit. Pourquoi tout ça semble faire convergence pour essayer de proposer un nouveau modèle qui rend compte à la fois des anomalies rencontrées à la fois dans l'infiniment petit, des anomalies rencontrées dans l'infiniment grand, par rapport aux théories, j'entends le mot anomalie, et également des anomalies constatées par les chercheurs dans le domaine du paranormal. Donc tout ça semble faire convergence actuellement, et c'est ce qui fait qu'on en parle beaucoup et que ça prend énormément de proportions maintenant, de plus en plus de proportions, à la fois en termes de livres, de réflexions, de publications scientifiques, d'ouvrages et d'interviews, d'interactions comme on a actuellement. Alors avant d'entamer la dernière question, voilà, je vous rappelle donc les coups de fil de l'au-delà disponibles sur curiousapprentice.com, le lien est dans la description. Je vais te demander une chose, c'est vrai que si j'ai un numéro de téléphone, je vais l'utiliser. Quelquefois, on peut perdre de vue quelqu'un et puis le rappeler. Ou alors, simplement, tu sais, le fait de penser, on en a parlé en début d'émission, l'intention, effectivement, quand on passe à quelqu'un et puis le téléphone sonne, et quand on décroche, on dit, tu vas pas me croire, mais justement, j'étais en train de parler de toi. Ça peut être ça aussi. Alors, un coup de fil, un numéro de téléphone, ça se rentre dans un agenda téléphonique, dans un répertoire, et on peut réitérer. Est-ce que comme tout traitement scientifique, par exemple, pour la recherche de vie extraterrestre, il faut que le signal, il y a un protocole, il faut qu'il soit au moins répété 2 fois, qu'il soit compréhensible, décodé, etc. Il y a tout un protocole pour définir que le message est bien venu d'ailleurs. Pour l'instant, à part le signal waouh, qu'on dit waouh d'Arecibo, de je ne sais plus quel endroit, n'a pas coché toutes les cases. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui reçoivent des coups de fil de l'au-delà régulièrement, comme si eux, de l'autre côté, auraient rentré notre numéro de téléphone dans leur répertoire éthérique?
Là, donc, on est toujours dans l'hypothèse que ce sont les défunts qui sont à l'origine du phénomène. Alors, dans cette hypothèse, oui, on a eu des cas qui se sont répétés, oui, y compris dans une même famille. Tu as le cas d'une actrice américaine qui s'appelle Aida Lupino, qui a vécu 2 fois dans sa vie le phénomène. Une fois quand elle était petite, c'était un défunt qui était ami de son père. Et une fois, quand elle était plus grande, cette fois-ci, c'était son père qui était décédé et qui est venu l'aider en lui apportant une information capitale puisqu'il s'agissait de questions d'héritage. Donc, elle l'a vécu 2 fois dans sa vie. J'ai recueilli aussi un témoignage. Alors, attendez, est-ce que c'est oui, c'est dans le livre, il y a un témoignage, dans mon livre, il y a un témoignage également où une personne dit que ça s'est produit 2 fois dans sa vie. Une fois, la première fois, c'est ça. En fait, c'était plutôt sa mère qui vivait l'expérience, qui leur racontait cette expérience d'un contact avec un défunt. Et quand sa mère est décédée, eh bien, eux-mêmes ont vécu le phénomène avec celle-ci, 30 ans plus tard. Donc, si tu veux, le phénomène s'est répété dans la famille. Pourrait-on en déduire que de l'autre côté, ils ont nos numéros de téléphone? Je crois que c'est plus complexe que ça et que ça reste encore une fois dans ça reste dans l'idée de l'intention et que l'intention peut suffire pour que le phénomène fonctionne. Je vais te dire pourquoi. Par exemple, parfois le phénomène peut se déclencher non pas chez toi, bien que tu sois le destinataire de l'appel d'un proche décédé, mais chez ton voisin. Pourquoi? Ben parce que, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, peut-être que ton voisin, il est plus canal, peut-être plus médium que toi, tu ne l'es. Par contre, le défunt, il a bien envie de passer un message, tu vois. Donc il va garantir que le message soit bien délivré, même si c'est pas directement la personne, mais par une personne qui soit plus réceptive, en tout cas, à cela. Et dans mon livre, il y a quelques cas comme ça. Donc, dans mon livre, il y a quelques cas comme ça. Donc, je pense que c'est plus l'intention qui fait que, si on est dans l'hypothèse que ce sont les défunts, plutôt qu'un répertoire de nos numéros de téléphone. D'accord. Allez, vraiment la dernière pour la route, là, parce que c'est juste délicieux. Avec toi, Laurent, merci. Arthur C. Clarke, cet auteur d'anticipation, de science-fiction, notamment, entre autres, avait écrit ceci, donc un peu comme la loi de Moore ou d'autres choses, hein, ou comme les règles, justement, des robots qui ne peuvent pas s'en prendre à leur créateur. Je sais pas si c'est vraiment vrai, tout ça, mais bon, bref, c'est mon avis. Arthur C. Clarke disait qu'une technologie suffisamment avancée pourrait être prise pour de la magie. En gros, hein, je dis l'idée, j'ai pas la phrase exacte, mais en ce qui le concerne, est-ce que dans notre cas, il n'y aurait pas des personnes venues d'ailleurs, parce que depuis tout à l'heure tu dis, on parle encore une fois, si ce sont les défunts, parce que tu es un chercheur avant tout, là pour le coup, je crois qu'il n'y a pas de doute possible sur le fait qu'il y ait de la vie ailleurs. Je crois que les scientifiques le savent de plus en plus, puisque depuis Hubble, on a découvert que les nébuleuses, enfin, notre univers c'était juste la galaxie, et d'un coup ça a explosé, on voit le champ profond de Hubble, où dans des endroits incroyables, il y avait plus d'espace que de tout ce qu'on avait observé jusqu'à aujourd'hui, etc., etc. Je ne vais pas refaire l'histoire dans l'aérospatiale et du cosmos, mais voilà où on en est. Et est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que ce seraient des personnes bien réelles, pas du tout nos défunts, juste des technologies suffisamment avancées pour pirater nos téléphones, y compris lorsqu'ils sont cassés, hein, pour commencer à préparer peut-être le terrain pour dire coucou, on est là, on existe. On s'est fait passer dans un premier temps pour des défunts, pour des versions mystiques, pour ensuite, pour aller doucement, hein, pour être accepté et pour que vous puissiez, sans avoir trop de choc soudain, eh bien, qu'il y ait bien des êtres qui viennent de l'autre, pas de l'autre côté, mais d'ailleurs, et qui viennent vous rendre visite. C'est farfelu ma question, mais voilà, j'espère que tu. Non, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Ça avait été déjà évoqué et proposé par un chercheur et journaliste américain que tu dois connaître, John Keel, qui évoquait la piste des cosmic jokers. Tu vois, d'ailleurs lui aussi il a eu quelques soucis avec le téléphone. Oui, d'ailleurs, un autre disait c'était peut-être même des extraterrestres un peu punk, un peu anarchistes, hein, qui foutaient un peu le bouzou chez nous. Voilà. Oui. Ouais. Alors on va le dire pour nos auditeurs, tu sais, c'est le journaliste chercheur qui avait relaté les faits qui s'étaient passés à Point Pleasant dans les années 60 aux États-Unis, qui avait vu l'apparition de l'homme papillon. L'homme papillon, c'est un monstre, hein, pour le dire, pas totalement effrayant non plus, hein, mais
et qui avait un petit peu, si tu veux, défrayé la chronique dans les années 60 d'une petite ville, avec en même temps des phénomènes paranormaux, des phénomènes de type ovni dans cette ville, jusqu'au moment où un drame s'est déroulé, c'est-à-dire qui n'est pas forcément lié du point de vue de cause à effet, hein, mais en tous les cas, les phénomènes se sont arrêtés après cet accident, ce gros accident. Oui, c'est un pont qui s'est effondré, faisant des dizaines de morts. Dans la ville. Un journaliste donc avait fait écho de ça, et puis avec tout ce qu'il avait vécu et recueilli comme témoignage, il avait proposé l'idée que finalement peut-être nous étions, alors lui il évoquait plutôt le terme d'ultra-terrestre, hein, d'autres dimensions, nous étions peut-être l'objet de jeux de la part de personnages, de personnages qui nous joueraient un petit peu des tours. Mais alors ces personnages seraient capables d'interagir avec notre réalité, nos téléphones, d'imiter les voix de nos défunts parfaitement. Tout à fait, exact. Oui, donc ça serait eux qui se seraient aussi manifestés dans les Ouija, presque à envoyer des verres exploser contre les murs, des choses comme ça. Donc c'est pas nouveau, quoi. C'est les mêmes, en gros. Voilà. Ça c'est une piste qui serait, mais en même temps, ils nous connaîtraient parfaitement, ils connaîtraient nos vies, ils nous connaîtraient intimement. Ça fait beaucoup de, tu vois, ça fait beaucoup de conditionnels, hein. Ça fait beaucoup de conditionnels pour tout ça. Je suis pas hyper favorable à ça, même si si un jour c'est l'explication, je l'accepterai, hein, tu vois. Je veux pas être buté, mais je suis pas hyper favorable vers cette hypothèse parce qu'il y a trop de choses. Il y a trop de choses, oui, et notamment il y a. Oui, j'imagine que les raisons et tes recherches sont trop longues à exposer ici pour comprendre que ce n'est pas forcément la piste à privilégier. J'entends bien qu'on n'a pas 8 heures d'émission, donc d'après tes recherches à toi, ça serait pas la piste la plus probante, en tout cas, celle-ci. Non, j'irais plus soit sur l'hypothèse des défunts dans de nombreux cas, soit sur une piste endogène, c'est-à-dire ce serait nous qui serions co-créateurs de ces phénomènes-là, ou alors sur une piste plutôt de type l'âme, que ce soit notre âme à nous qui générerait ces phénomènes-là, notre inconscient, mais au sens de l'âme, ou alors l'âme des défunts, tu vois. Voilà, c'est les hypothèses que je formule moi à la fin du livre. Je vais plus sur ces hypothèses-là. Alors ça ne veut pas dire que j'ai raison. Je propose ces hypothèses, hein, je les propose à la discussion, puis j'invite les lecteurs à leur propre réflexion, à leur propre analyse, et puis j'invite aussi d'autres chercheurs à prendre le relais de la recherche, puisque ça va prendre du temps pour dévoiler tout ça. Ça va prendre du temps. Oui, j'imagine. Alors là, je suis désolé, je voulais conclure là-dessus, mais là, tu m'emmènes faire sur autre chose. Effectivement, tu conclus sur des pistes, sur le livre qu'on peut trouver d'ailleurs, Les coups de fil de l'au-delà. On va finir là-dessus peut-être. Si on va bien, évidemment, on parle que de conditionnel dans cette émission. Si on découvre que c'est vraiment nous, de manière indiscutable, irréfutable, et qu'on peut même scientifiquement le reproduire. C'est peut-être pas notre génération qui verra cela, peut-être dans 2-3 générations, je ne sais pas. On aura certainement une explication définitive. On espère de notre vivant ici, mais c'est pas toujours le cas. Alors. On va imaginer, si tu veux bien Laurent, qu'on est dans un monde où effectivement la découverte tombe, elle est définitive, des tests, des chercheurs, de manière collégiale, ont découvert que c'est nous avec notre pensée. Qu'est-ce que ça va changer dans notre perception? Qu'est-ce que ça va bouleverser? Si on est capable de créer de tels phénomènes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de la santé, on pourrait presque demander de la même manière à nos organes de s'auto-régénérer autrement. Donc on deviendrait peut-être comme dans les récits bibliques, on vivrait quelques siècles et on redécouvrirait finalement pourquoi ils avaient une telle longévité. Ça bouleverserait quoi en tout cas? Est-ce que tu as essayé d'imaginer, de dire voilà, c'est nous, on a cette puissance-là, le jour où on en prend conscience, qu'est-ce qu'on fait avec cette puissance extraordinaire, créatrice, d'autosuggestion, au point de développer comme ça, de provoquer des phénomènes tangibles dans la matière, d'avoir que la matière domine, que l'esprit domine la matière, et pas l'inverse. Ça engagerait quoi? Bon, déjà, il faudrait donc, pour résumer l'hypothèse, et j'en ai parlé tout à l'heure, admettre que nous sommes dans un immense rêve, tous,
dans un immense rêve. Si on a accès sur la matière, si on peut déclencher des phénomènes, mais c'est ce qui était déjà un peu supposé par les chercheurs lorsqu'ils avaient étudié les phénomènes de type poltergeist. Tu sais, les coups contre les murs, la vaisselle qui se dérange, etc. Oui, tout à fait. On avait pensé que c'était peut-être des personnes bien vivantes en proie à des frustrations qui étaient à l'origine de ces désordres-là. Mais en tous les cas, par la pensée, ou en tout cas même inconsciemment, surtout inconsciemment d'ailleurs, puisqu'ils le font pas volontairement, ils auraient accès, ils auraient accès à la réalité matérielle autour d'eux. Donc si c'est le cas, nous sommes dans un tout psychique, dans un rêve. Ensuite, est-ce qu'on pourrait, une fois qu'on a admis ça, est-ce qu'on pourrait effectivement supposer que nous sommes, que nous pouvons donc agir sur elle à notre guise, à notre volonté, et quelles en sont l'implication, quelles en sont les implications. Mais là c'est vertigineux. Oui, c'est énorme. On se prendrait pour des dieux là, pour le coup. Hein. Il faudrait développer des, entre guillemets, des technologies de la conscience, c'est-à-dire des méthodes, des rituels, pour le dire aussi de manière un peu plus traditionnelle, des rituels pour pouvoir essayer de déclencher ces phénomènes-là. Et encore, il faudrait pouvoir ensuite les contrôler, c'est-à-dire qu'ils ne nous dépassent pas, qu'ils n'aillent pas plus loin que ce qu'on a l'intention de créer, hein, ou de générer. Et ensuite, il y a la question, une autre question qui est celle de ne pas nuire à autrui, tu vois. Comment faire en sorte pour que toi, tu arrives à améliorer ta vie, ton destin, ta santé, sans nuire à autrui. Quelles seraient les limites, tu vois, de ce pouvoir qui serait donc généré, qui serait dont tout le monde serait porteur. Quelles seraient les limites? Il y aurait des problèmes d'éthique, hein, qui seraient posés à ce moment-là. Voilà. On n'en est pas là, hein, pour l'instant. On est encore sur le stade des questions. Et je pense pas qu'on puisse aller, pour l'instant, encore au-delà. Même si c'est intéressant, c'est très intéressant. On pourrait même écrire un bouquin de SF là-dessus, hein, sur un jour, comme tu dis, on a tous le pouvoir de création, d'incréation, d'incidence de la matière. Reste à le développer, reste à le contrôler, hein. Et ensuite, quels sont les problèmes d'éthique, hein, et de morale, voilà. Mais c'est vrai. Voilà. Donc vous le savez aujourd'hui, les coups de fil de l'au-delà, enquête sur un incroyable phénomène paranormal. Voilà, avec Laurent, alors Kasprowicz, c'est ça? Ouais, ok. Kasprowicz. Voilà, ok. Witch, voilà. Kasprowicz. Je l'ai bien dit là? Oui, Kasprowicz, voilà. Ouais, ou Kasprowicz. Avec une préfacée par Romuald Le Terrier qu'on a déjà reçu aussi. J'ai pas reçu encore Jocelyn Morrison. Je ne sais pas qui c'est, mais je compte un jour peut-être prendre connaissance avec cette personne. Merci à toi, Laurent. Ouais. Merci à toi justement pour cette émission. Merci de nous avoir éclairés. Et voilà. Si mon image elle est revenue. Mon image elle est revenue? Non, elle n'est pas revenue. Non. Non. Mais ok. Bon, bah là, au revoir. Je vous dis au revoir et puis je vous remercie beaucoup. C'était très sympa. J'ai trouvé cette interview vraiment passionnante, personnellement. Merci. Moi aussi. Je me suis régalé aussi. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci.